8h30 sur Al-Oula, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition. Voici le sommaire. Au Royal Golf Dar es Salaam à Rabat, son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid a présidé hier la cérémonie de remise des prix aux vainqueurs de la 49e édition du Trophée Hassan II de golf et de la 28e édition de la Coupe Lal Amriem. À suivre le palmarès de ces deux prestigieux tournois golfiques. Agadir baisse le rideau sur la 7e édition du salon Halietis. Cette vitrine de l'économie bleue nationale a rassemblé cette année quelques 500 professionnels de la pêche maritime et de l'aquaculture. Une édition qui fait la part belle à la recherche et à l'innovation. Sport et nutrition, l'un ne va sans l'autre. Nous parlerons de ces deux piliers essentiels pour se maintenir en bonne santé et contrer le mal du siècle, le stress. À suivre les conseils des experts pour allier activité physique et bonne diète. Bonsoir, activité princière en ouverture de cette édition. Son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid a présidé hier au Royal Golf Dar es Salaam à Rabat la cérémonie de remise des prix aux vainqueurs de la 49e édition du Trophée Hassan II de golf et de la 28e édition de la Coupe Lal Amriem, organisée sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI. Nisri El Hamdawi. Royal Golf Dar es Salaam à Rabat. Son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid préside la cérémonie de remise des prix aux vainqueurs de la 49e édition du Trophée Hassan II de golf et de la 28e édition de la Coupe Lal Amriem, le prestigieux événement golfique placé sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI. À son arrivée, son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid, président de la Fédération royale marocaine de golf et de l'association du Trophée Hassan II de golf, a été salué par de hautes personnalités. Tout au long de la semaine, les différents participants à ce grand rendez-vous de golf ont brillé par leur excellent niveau devant les amateurs et les amoureux de la petite balle blanche. Dans le Trophée Hassan II, la victoire est... La concurrence était très rude, mais vers la fin, j'ai fini par prendre les devants. Je me suis donc bien rattrapé et j'ai remporté le titre. Je suis content de cette victoire. Pour sa part, la Britannique Cara Gainer a réussi à s'imposer lors du play-off après une rude compétition face à l'Indienne Diksha Dagar. Son excellent jeu lui a valu le prix de la 28e édition de la Coupe Lal Amriem. Je suis très heureuse de cette victoire, la première du genre dans ma carrière en play-off. J'ai vraiment du mal à exprimer ma grande joie. Son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid a remis à cette occasion le grand prix de la Coupe Lal Amriem à la gagnante de la 28e édition, l'Anglaise Cara Gainer. Par la suite, son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid a remis le grand prix du Trophée Hassan II de golf à l'Espagnol Miguel Ángel Jiménez, vainqueur de la 49e édition. On va les applaudir très fort. Très fort. Son Altesse Royale a également procédé à la remise du prix Pro-Am du Trophée Hassan II à l'équipe de Son Altesse Royale, le Prince Moulay Rachid, composé du professionnel sud-africain Ernie Els, la professionnelle marocaine Sofia Sherif Al-Sakali et les amateurs Omar El-Hajomri et Karim Dessous. Son Altesse Royale a également remis le prix Pro-Am Hassan II Kids Cup by 30 à l'équipe composée du professionnel suédois Jasper Barnevik et des joueurs Wissal El-Hali, Amin Anqoud et Mohamed Arani. Rendez-vous incontournable de l'European Tour de golf. Le prestigieux Trophée Hassan II a connu cette année la participation de 66 champions parmi les meilleurs au monde, issus de 12 pays. Quant à la Coupe Lal Amriem, étape majeure du Ladies European Tour, elle a été marquée par la participation cette année de 108 joueuses. Elles viennent s'ajouter à plusieurs grands noms du golf féminin mondial ayant pris part à cet événement sportif lors des précédentes éditions.
Il est temps à présent de retrouver notre consultant, le professeur de droit et politologue Moustapha Sahimi pour le décryptage dominical de l'actualité. Professeur Sahimi, bonsoir. Bonsoir. Alors, le chef du gouvernement s'est exprimé mardi dernier à la Chambre des conseillers dans le cadre de la séance mensuelle consacrée aux questions sur la politique générale. L'intervention de Aziz Akhnouch a porté principalement sur les indicateurs économiques et financiers du Royaume, également sur le renforcement de sa position sur la scène internationale et sur le terrain. C'est toute une batterie de programmes budget ambitieux qui est annoncée par le chef du gouvernement dans différents secteurs. Les perspectives qui se dégagent de l'action gouvernementale sont-elles positives ou c'est plutôt l'incertitude qui prévaut dans le contexte actuel? Le chef du gouvernement est toujours dans le même registre, celui de l'optimisme. C'est bien. Alors, il a dit que 2025 serait une année d'ambition et de continuité. C'est bien aussi. Et il a fait référence à un certain nombre de programmes innovants qu'il a expliqués, en insistant sur le fait que, par exemple, pour la loi de finances 2025, il y avait une mobilisation budgétaire de 14 millions de dirhams en faveur de l'emploi et de mesures sociales. C'est bien aussi. Alors, reste maintenant la faisabilité de ces annonces. Quelles sont les mesures prises pour résorber le chômage? Je signale que le taux de chômage s'est aggravé. Il est de 13,6% aujourd'hui, avec un total de 1 600 000 chômeurs. Ça, c'est des chiffres. Également, le taux d'activité des femmes n'a pas beaucoup progressé. Le chef du gouvernement avait, en octobre 2021, dans sa déclaration d'investiture, parlé de porter ce taux d'activité des femmes de 20% à 30%. À la fin 2024, on est loin du compte. Et donc, on va voir 2025, comment va finir 2025. Il y a également le fait que un certain nombre de mesures doivent être prises, qu'il a annoncé. Il a dit qu'il y aurait un programme spécifique de formation d'apprentissage en faveur de 170 000 stagiaires. Je dis bien stagiaires. Ça veut dire qu'ils reçoivent une formation. Ça ne règle pas le problème de l'employabilité de ces stagiaires. J'ajoute également la situation de l'emploi. En 2024, l'économie nationale n'a créé que 84 000 emplois comme solde, avec une très forte augmentation du chômage, notamment dans le monde rural, à peu près 160 000 personnes, du fait de la sécheresse, la 6e année de sécheresse. Et donc, pour un gouvernement qui avait annoncé en octobre 2021 la création d'1 million d'emplois la période 2021-2026, là encore, on est loin du compte, puisque 2024 n'a créé que 84 ou 85 000 emplois. Ajoutons à cela le climat conjoncturel qui se précise avec l'année 2025. Le gouvernement a prévu dans la loi de finances un taux de croissance de 3,9%. Là encore, il faut revoir ces prévisions optimistes à la baisse. Si c'est 3%, c'est bien en 2025, d'autant que il y a un certain nombre de paramètres qui sont pas maîtrisables, notamment j'ai parlé de la 6e année sécheresse aussi, qui est extrêmement important. C'est qu'à peu près le PIB agricole, c'est à peu près 14 à 15% dans le PIB national, c'est extrêmement important. Il a aussi annoncé une augmentation des contrats CDI, ça c'est un point positif pour la période 2017-2023, une augmentation de 11%. Également une amélioration des emplois rémunérés de 5%. Nous en sommes là aujourd'hui. Alors, ce que j'ai retenu aussi dans sa déclaration, c'est que, toujours avec le même optimisme, il a dit qu'il prévoyait un taux de croissance de 4% pour les 5 prochaines années, c'est-à-dire 2025-2030. Or, c'est un gouvernement qui finit son mandat en 2026 et c'est intéressant de relever que le chef du gouvernement actuel se projette déjà pour l'autre législature 2026-2031, le gouvernement qui va être là pour la Coupe du Monde et ça ne manque pas d'intérêt politique. Et 2025 démarre justement sous un climat social plutôt tendu. Le nouveau cadre législatif encadrant
Le droit de grève a été adopté par la Chambre des conseillers puis par la Chambre des représentants. Après de longues concertations et plusieurs années d'attente, le texte est entouré d'une vive contestation. Une grève générale a été observée les mercredis et jeudis à l'appel des 5 syndicats les plus représentatifs. Des milliers de travailleurs sont montés au créneau. Quels sont les points qui alimentent le clivage gouvernement-syndicat sur ce dossier ? Première observation, c'est un projet de loi organique qui a été adopté et par la Chambre des conseillers, vous l'avez dit, ensuite par la Chambre des représentants. Il a été adopté avec ce que les syndicats appellent majorité numérique. En l'occurrence, pour la Chambre des conseillers, c'était 41 voix contre 7. C'est 40% des effectifs de la Chambre des conseillers. Même tableau, si je puis dire, pour la Chambre des représentants, puisqu'il a été adopté par 80 voix contre 20, c'est-à-dire 100. C'est pratiquement le quart des 395 membres de la Chambre des représentants. Donc voilà un élément déjà intéressant, le fait que ça a été adopté par la majorité, mais il n'y a pas de forte majorité. Deuxième observation, c'est un projet de loi organique qui consacre, qui illustre en tout cas l'échec du dialogue social. Enfin, c'est quand même étonnant qu'il y ait un processus de dialogue social prévu par les accords d'avril 2022, vous le savez, réitéré par Sa Majesté le Roi, voici 2 ans et demi, qui avait insisté dans un discours sur la nécessité d'un dialogue social continu et régulier. Est-ce que c'est le cas ? Pas vraiment, puisque les syndicats disent que la session semestrielle du dialogue social qui devait se tenir normalement en septembre n'a pas eu lieu. Donc, à mes yeux, c'est l'échec du dialogue social. Question, comment relancer le dialogue social alors qu'il y a d'autres questions qui sont à l'ordre du jour pour les mois les mois à venir, en particulier, par exemple, la réforme des caisses de retraite, qui est une problématique et un dossier clivant. Donc, il va y avoir une remobilisation syndicale. Enfin, sur la mobilisation qu'il y a eu autour de cette grève, le gouvernement donne un taux qui est intéressant. Il dit qu'il y a eu 30% dans le public et 1,4% dans le privé, avec une grève suivie, selon les chiffres du gouvernement, à 33-35% dans le secteur de l'éducation, de la santé, de la justice, des collectivités locales, un peu moins ailleurs. Les syndicats contestent ce chiffre et parlent d'une participation massive de l'ordre de 85%. À noter que la participation massive a été la plus forte où ? Dans la métropole économique du Royaume, en l'occurrence Casablanca. Donc nous en sommes là aujourd'hui. C'est la première grève générale qu'il y a 2014. Et donc, sans oublier les grèves sectorielles qu'il y a eu entre 2014 et aujourd'hui, notamment la santé, l'éducation, les professions judiciaires, avocats, greffiers, tout ça, etc. Donc nous sommes dans un climat de contestation sociale, contestation sociale qui est forte, qui va être relancée probablement à la faveur du renchérissement des prix pendant le Ramadan et la perspective du 1er mai qui est un mois de forte mobilisation et de plus forte combativité syndicale. Vous venez de parler de la menace donc, du renchérissement des produits de base pendant Ramadan. Ramadan, c'est dans quelques semaines, un mois de grande consommation pour la majorité des Marocains. Les autorités locales sont à pied d'œuvre pour assurer un approvisionnement normal du marché ainsi que la stabilité des prix affichés. Des réunions de suivi s'enchaînent à l'échelle provinciale sous la présidence du ministre de l'Intérieur Abdouafil Ftit. Cette veille est nécessaire pour bannir le spectre de la flambée des prix affichés dans le marché. Il y a les hausses traditionnelles dans les semaines précédant le Ramadan et celles qui ont lieu pendant le Ramadan. Le Ramadan, c'est dans 3 semaines. Hein, donc c'est un point d'agenda qui est important à relever. Je note, j'ai consulté les mesures prises par le gouvernement lors des précédentes années. Mais c'est exactement le même topo, si je puis dire. C'est-à-dire, il y a un fait, la hausse inévitable des prix, renchérissement, notamment pour ce qui est des denrées alimentaires, huile, sucre, dattes, etc. et d'autres produits. Il y a également un deuxième problème, c'est l'approvisionnement régulier des marchés.
Et puis, il y a un troisième aspect, c'est la lutte contre la spéculation. Alors, sur ça, est-ce que les mesures annoncées par le gouvernement sous la supervision du ministère de l'Intérieur, qui est le département clé à ce sujet, est-ce qu'elles sont suffisantes? Alors, il y a matière à s'interroger. Pourquoi? Parce qu'il faut élargir davantage les contrôles sur le terrain. Ils sont faits, mais c'est insuffisant. Il faut également sanctionner la rétention abusive des stocks dans une optique spéculative. Il faut également informer davantage les citoyens. On nous a annoncé la mise en place de numéros verts et de cellules de veille, mais quelle est l'utilisation par les citoyens des numéros verts? C'est une question à poser. Et donc, voilà une conjoncture particulière qui fait que l'année 2025 me paraît être, me semble-t-il, une année sociale, avec donc le risque d'un élargissement de la contestation sociale, avec d'abord la relance des syndicats qui ont décidé la grève générale, vous le savez, mais aussi un certain nombre de coordinations locales, régionales, etc., qui vont saisir cette opportunité-là pour se relancer dans le champ des dynamiques sociales contestataires. Je vous remercie, professeur Moustapha Sahimi, d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Direction Agadir, hub de l'industrie halieutique du Royaume, où s'est clôturée aujourd'hui la 7e édition du salon Halieutис. Une édition qui a enregistré la participation de plus de 500 professionnels de la pêche maritime et de l'aquaculture. Bilan de cet événement avec nos envoyés spéciaux Leila Asli, Mohamed Chekir, avec le récit de Zakaria Mokibillah. 5 jours durant, technologies avancées et pratiques innovantes ont été à l'honneur de la 7e édition du salon Halieutis. Ce rendez-vous incontournable des professionnels de la pêche maritime et des secteurs affiliés qui se clôture aujourd'hui s'impose comme une plateforme de choix pour le partage des expériences et des bonnes pratiques. Le Made in Morocco a été à l'affiche de cette édition, placé sous le signe de la recherche scientifique et de l'innovation. Notre participation a été bénéfique. Les visiteurs ont été agréablement surpris de voir que nous sommes une entreprise marocaine à 100%. Nous sommes spécialisés dans la fabrication d'équipements de froid industriel, un segment dominé par des entreprises étrangères. Le salon nous a permis de gagner de nouveaux clients. Nous avons rencontré d'autres professionnels avec qui nous avons échangé nos expériences. Cet événement est une véritable vitrine pour nos produits et nos services. En favorisant les échanges entre les acteurs de la pêche et de l'industrie halieutique, ce salon à portée internationale vient renforcer la place de l'économie bleue. L'objectif étant de développer les industries liées, de promouvoir les investissements étrangers et les partenariats. Pour nous, de nouveaux contacts, surtout continuer à travailler avec les appels d'offres de l'ANDA, trouver de nouvelles expériences avec de producteurs de Dakhla, d'Agadir, de tout Maroc. Alors pour nous, c'est très 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 important. On a beaucoup de commerce à faire ici en Maroc. Il y a une grande amélioration de l'organisation du salon Halieutis. D'année en année, cet événement gagne en qualité. Avec un chiffre d'affaires à l'export de plus de 31 milliards de dirhams, le secteur de la pêche maritime est un important segment de l'économie nationale. C'est aussi un important pourvoyeur d'emplois, avec plus de 260 000 emplois directs. Nous ouvrons la page de l'actualité internationale par le Proche-Orient où l'armée israélienne a achevé aujourd'hui son retrait du couloir de Netzarim qui coupe en deux la bande de Gaza. Un soulagement pour des centaines de milliers de déplacés qui ont pu regagner le nord du territoire palestinien. La libre circulation reprend donc entre le nord et le sud de Gaza, au moment où la Cisjordanie occupée continue d'être le théâtre de frappes israéliennes. Des violences qui ont coûté la vie aujourd'hui à 2 femmes palestiniennes, dont l'une enceinte de 8 mois. C'est ce qu'a fait savoir le ministère palestinien de la Santé. Dans le reste de l'actualité internationale, ces dramatiques intempéries qui s'abattent sur une partie de l'Asie. En Chine, les éléments de la nature se déchaînent. Au moins une personne a perdu la vie et 28 autres sont toujours portés disparus après un glissement de terrain causé par de fortes pluies dans un village de la province du Sichuan, dans le sud-ouest du pays. 10 habitations ont été ensevelies sous une coulée de boue s'étendant sur plus d'1 kilomètre. Les opérations de recherche et de secours se poursuivent dans la province sinistrée.
Au Mexique, une trentaine de personnes auraient perdu la vie dans un tragique accident survenu hier dans l'état du Campeche, dans le sud-est du pays. Il s'agit, selon les médias locaux, d'une collision entre un camion et un car de passagers. Le car a entièrement pris feu. Parlons santé à présent. Ce qui atterrit sur notre assiette va de pair avec la pratique d'une activité physique régulière. Une tendance healthy qui séduit de plus en plus la jeune génération, mais aussi les moins jeunes. Ils sont de plus en plus nombreux à adopter un mode de vie sain. Ils nous livrent leur secret bien-être pour se maintenir en forme. Regardez ce reportage à Rabat. Adnan El-Haras et Maria Awad. Sport et aliments, deux piliers santé indissociables pour une vie bien équilibrée. Tel un adage universel qu'il est recommandé de suivre, les adhérents de cette salle de sport nous livrent quelques astuces pour concilier l'effort et le réconfort sans se priver. Je m'oblige à faire du sport tous les jours car j'essaie de prendre soin de moi du mieux que je peux. Bien sûr, j'adapte mes repas en fonction de mes dépenses énergétiques pour ne pas avoir de carence ou de gros coups de fatigue après l'entraînement. J'essaie de manger sainement, voilà pourquoi je prépare moi-même mes repas car les produits industriels sont trop transformés. De plus, comme je souffre de problèmes gastriques, il m'est impératif d'être sélective dans ce que je mange. Véritable concept novateur, cette salle de sport offre à ses clients une nouvelle manière d'appréhender les repas. Assiette protéinée pour les uns, vegan pour les autres. Ici, l'alimentation devient le partenaire des sportifs, qui plus est pendant la phase de récupération. Toute personne qui fait du sport de manière régulière se doit de manger équilibré. Il faut vraiment faire attention à son hygiène de vie et avoir un apport suffisant en nutriments. Le sport est donc nécessaire pour se maintenir en bonne santé, mais à condition que l'on mange bien. Nous avons fait le choix d'ouvrir un restaurant dont les plats sont parfaitement équilibrés pour répondre aux besoins alimentaires des sportifs. De cette façon, les clients redécouvrent une nouvelle manière responsable de manger. Mais que dit la médecine dans le cas d'une activité sportive intense ? L'alimentation joue un rôle primordial dans notre vie car c'est en mangeant équilibré que le corps peut trouver les ressources nécessaires pour combattre par exemple les infections. Les légumes, les fruits, les crucifères et les céréales complètes doivent être consommés de manière régulière. À cela s'ajoute une dose de protéines pour lutter notamment contre les maladies chroniques. Selon les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé, 30 minutes de sport par jour seulement peuvent avoir un impact positif sur la santé. Si, et seulement si, la règle des 5 fruits et légumes par jour est appliquée. Et voilà, c'était le sujet de fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Le retour de l'information est à 20h30. Excellente suite des programmes à tous sur Al-Oula.